On va quand même partir en baie de Tunis, d'accord? Oui, si vous voulez bien. Alors, j'ai envie de dire, il y a plusieurs Tunis. Il y a sans doute des noms dont vous avez entendu parler. Carthage, ça vous dit quelque chose. Sidi Bou Saïd. Et puis, figurez-vous que lorsque vous traversez la Méditerranée avec un ferry, eh bien, vous arrivez dans un petit port qui n'est pas Tunis, mais qui s'appelle La Goulette. Eh bien, figurez-vous qu'on va aller visiter cette grande baie de Tunis. Il y en a pour des dizaines de kilomètres. Et puis, comme on a le droit de tout faire, on va prendre le train. D'accord? D'accord. Voilà. Devant la grande baie de Tunis, il se la joue pressé. C'est le TGM, le train des banlieusards qui se rendent au travail, mais aussi le train de l'oisiveté, des amateurs d'histoire ou de musée. Et si on faisait un bout de route ensemble? Première station, La Goulette. C'est-à-dire que La Goulette, c'est le lieu même de l'hédonisme. C'est-à-dire que les gens, les Goulettois, sont des gens qui sont à la recherche presque permanente du bonheur, du plaisir, surtout gastronomique, je dois dire, mais aussi de la nonchalance, de la sieste, du prendre le temps de bien vivre. Et ça fait d'eux des gens très tolérants, parce que finalement, il y a une grande liberté dans leur tête, les gens de La Goulette. Peut-être parce que La Goulette est un port. Et comme c'est un port, c'est une ville qui a toujours de tous les temps connu l'arrivée des nationalités les plus diverses. Nous descendons avec Ferid Boukdir, cinéaste, un grand connaisseur du quartier, un fouineur sympathique, chasseur d'ambiance, toujours en appétit de rencontres et certainement plus hédoniste que tous les Goulettois eux-mêmes. Ferid nous mène directement à la plage. Lorsque la capitale crève de chaud, tout le monde descend ici pour goûter à la mer. Mais l'âme de cette banlieue, c'est son mélange des communautés. Juifs, catholiques, musulmans ont longtemps cohabité dans le ventre de ces immeubles. Quelques guerres au Proche-Orient plus tard, le mélange s'est raréfié. Non, la preuve, c'est qu'ils reviennent toujours en vacances. C'est-à-dire que là, au mois d'août, vous allez voir, tous les juifs tunisiens sont là. Alors là, ici, c'est le restaurant populaire chez Mohsen, dit le roi de la brique à l'œuf. La brique à l'œuf, cette crêpe avec un œuf dedans et du thon, qui est une des inventions du génie tunisien. Mohsen et son frère, ce sont des enfants du quartier italien de La Goulette qui s'appelle la Petite Sicile. Ils ont grandi ici, ils ont fait leur petite gargote là-bas. Et maintenant, grâce à Dieu, ils se sont un peu agrandis à cause du succès de leur prix, parce que c'est pas cher chez Mohsen. 43 ans d'expérience. Les Juifs tunisiens reviennent à La Goulette régulièrement et ils se font un bon kiff, comme ils disent, en mangeant les meilleurs poissons du monde. Pourquoi est-ce que vous revenez à La Goulette? Moi, je suis né ici. Ma mère, elle m'a toujours parlé en arabe. Elle m'a toujours parlé de La Goulette et de la Tunisie. Quand on vient ici, on a l'impression d'être, je suis dans le corps de ma mère, là. Parce que c'est magnifique. Là, là, c'est magnifique. Là, il faut aller à La Goulette pour trouver ça, parce que ça, on ne trouve pas ça à La Goulette. Bon, c'est vrai qu'ils exagèrent un peu, les gens d'ici. Mais c'est comme ça. À La Goulette, tout le monde s'emballe très vite. Et on met des superlatifs partout. Regardez-les à rigoler, à se chamailler. En français, en arabe, en italien, ils nous refont une commedia dell'arte à la tunisienne. Ouais, alors ça, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été... Ça, c'est le café où j'ai tourné une partie de mon film N'était La Goulette. C'est là où on annonce que Claudia Cardinal, qui est la fille du pays, va revenir en personne en Tunisie. Alors juste avant, dans le film, il y a Michel Boujna qui arrive, qui est le porteur de mauvaises nouvelles. Il dit, il paraît qu'il va y avoir la guerre au Proche-Orient. Et personne ne bouge, parce que les Goulettois s'en fichent royalement de la guerre, ça ne les intéresse pas. Ça va être la guerre. Claudia est revenue dans son pays natal. Elle est revenue finale. Juste après, un bonhomme arrive et dit, Claudia Cardinal arrive. Alors là, tout le monde dit, ah ça c'est intéressant, on y va. تحيا كلوديا. تحيا تونس.
Ça, c'est les remparts une partie des remparts de la Goulette. Ça, c'est l'église de la Goulette. C'est l'église toujours en fonction. C'est de là que sortait tous les 15 août la procession de la Madone et qui était incroyablement suivie par les 3 religions de la Goulette. Donc, cette Madone chrétienne était suivie par les Juifs tunisiens, les musulmans tunisiens, les Maltais, les Grecs. Tout le monde suivait la procession de la Madone. عايش يا سي فريد يا معلم عايش يا معلم يا سي فريد بارك الله ديما فيك. تقعد معلم زين عايش. انت نوم دي السينما Et le cinéma est connu grâce à moi. grâce à Farid Bourdir oui 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 merci Bonne journée. merci au revoir Mais alors, j'ai une certaine popularité. Mais oui, hein, écoute. Hein. Mais bien sûr, Férid. Allez, laissons notre ami, ses briques à l'œuf, les meilleurs poissons du monde, laissons tout cela derrière nous, car notre prochaine étape est une immersion dans l'histoire antique et demande une certaine concentration. C'est là qu'on va. Carthage Hannibal. Des Carthages, il en existe 70 à travers le monde. Carthago, Cartagena ou Petite Carthage, mais celle-là, c'est bien l'original. Carthage, l'africaine. Berceau des civilisations puniques, elle abrite aujourd'hui le palais présidentiel. Là, on a rendez-vous avec Abdelaziz Belkodja, qui doit nous attendre sur le quai normalement. Abdelaziz Belkodja, écrivain, éditeur, obsédé par l'histoire de la cité et de son destin tragique. Une histoire enfouie, mais, pardon pour la référence, grâce aux aventures d'Alix, ça y est, ça me revient. Il était bien question de guerre punique, non? Oui, il y a eu 3 guerres. Enfin, il y a eu 2 guerres et un massacre. Il faut dire la vérité. La première guerre punique qui a duré 20 ans. La seconde qui a duré pratiquement autant, un peu moins. C'est la fameuse, ce qu'on appelle la guerre d'Hannibal. Et la troisième, ça n'a pas été une guerre, ça a été le siège de Carthage et la destruction de la ville par Rome, parce qu'il n'y avait pas de place pour 2 grandes puissances en Méditerranée à l'époque. L'enthousiasme de l'écrivain suffirait à faire parler les vieilles pierres. Nous voilà plongés au cœur de l'histoire antique, avides d'informations sur ce peuple de commerçants phéniciens qui fondèrent Carthage. Vous savez, les Carthaginois, c'était de bons vivants. C'était des gens très riches qui possédaient un empire commercial exceptionnel. Toute la côte sud de la Méditerranée, à partir de la Libye. Il y avait aussi la Sicile, la Corse, la Sardaigne, les îles Baléares, et qui ne voulaient pas occuper les pays. Ils voulaient simplement, dans chaque pays où ils allaient, mettre un comptoir. Pratiquement toutes les îles de la Méditerranée étaient carthaginoises. D'où la jalousie des Romains. Voilà, Et exactement. l'enclenchement des guerres. Voilà, ça a commencé par la Sicile. Et à partir du moment où les Romains sont venus en Sicile, un très très grand conflit a éclaté entre Rome et Carthage. L'un des plus grands conflits d'ailleurs de l'histoire de l'Antiquité, où il y a eu les plus grandes batailles navales de l'histoire, des batailles navales entre 500 navires d'un côté et 700 navires de l'autre. De cette histoire vieille de 2000 ans, il nous reste quelques noms évocateurs. Hannibal, Hamilcar ou la reine Didon. Ou bien ici, devant la baie de Tunis, une trace bien visible de l'ancien port punique. En guise de conclusion, nous écoutons une autre version de l'histoire, plus carthaginoise. Pour une fois, elle n'est pas directement inspirée des récits des historiens romains. Il y avait une différence fondamentale entre le peuple romain et le peuple carthaginois, c'est que les Romains étaient un peuple foncier, agricole, alors que les Carthaginois étaient des commerçants. Il y avait une différence énorme au niveau de la mentalité. Donc il y a eu en fait un choc entre 2 visions du monde. Une vision qui était celle de la standardisation, et d'ailleurs l'empire de Rome a été un empire standardisé, parce que tous les monuments que l'on voit dans la Méditerranée, les monuments romains sont pratiquement les mêmes. La standardisation romaine s'était imposée une manière d'être. Par opposition à celle Par opposition de Carthage. à Carthage qui voulait que la Méditerranée soit unie, bien sûr, mais dans la diversité. Et le grand choc entre Hannibal et Rome, ça a été, en fait, le choc entre la diversité et la standardisation. Conclusion étonnamment moderne, en effet. Quelques heures au soleil plus tard, on s'est tous dit qu'on ne baillerait plus en cours d'histoire. Promis. Pas vrai les gars?
Sidi Bou Saïd, notre dernière station en TGM. Sidi Bou Saïd, village paisible autrefois, au temps des Monterland, André Gide ou Paul Klee. Aujourd'hui encore, Sidi Bou Saïd est un repère d'inspirés. Artiste jusqu'au bout des ongles, Mounir Le Taïef mélange les genres peinture, sculpture, musique. C'est pas très important le sujet en lui-même, mais l'expression qui se dégage à la fin, c'est ça ce qui est important. Donc moi, je sais que je vais enrichir ce tableau, puis je reviens, je le retravaille. Donc si vous pouvez me suivre à la salle de bain, je le fais rentrer carrément là. Je pars du principe que peindre, c'est pas uniquement mettre de la couleur, c'est aussi enlever, frotter, essayer de malmener un peu le tableau, si vous voulez, en quelque sorte. Peindre les choses, c'est facile, mais peindre ce que les gens ne voient pas. Donc peindre l'ambiance, l'air, le passage du temps, c'est ça comment vous allez le peindre. Quand j'ai commencé à peindre Sidi Bou Saïd, je le fais en vertical, alors que pendant toute leur vie, les peintres tunisiens, ils ont fait Sidi Bou Saïd à l'horizontale. Pour moi, c'était clair et net, c'est vertical. Allez, place maintenant à une petite visite jubilatoire dans le village bleu et blanc, avec guide truculent et langue colorée. Alors là, tu as les moucharabiers, tu as le bleu et blanc, tu as le bougainvillier. Tu as vu qu'il y a trois couleurs de bougainvillier. Il y a une en blanc, une en lilas et l'autre qui est à moitié. Parce que cet arbre est très intelligent. Il mélange ses couleurs, il grimpe partout, il s'invite dans les maisons des voisins. Attends, il y a encore une autre couleur à l'intérieur, allons voir. Voilà, on va voir. Et là, c'est carrément un orangé assez vif. Là, c'est la maison des voisins. Il ne faut jamais demander, il faut entrer tout simplement. Dès que les gens ils sortent, même si tu ne te connais pas, tu dis « T'as vu Mohamed ?» Et ça marche. Et tu dis « Non, c'est pas la maison de Mohamed. » Tu dis « Bon, bonjour, merci à vous. » Et tu repars, c'est tout. Et là, tu as une synthèse de l'architecture de Sidi Bou Saïd, vraiment typique. Ah, ici, quand tu regardes, tu ne vois pas l'argent, tu vois le goût. Ouais. Et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, peut-être qu'il y a uniquement 12 mètres carrés. Oui. Mais quand même, c'est un petit palais. Ouais. Et ça fait rêver. Tu vois, ce qui est magnifique, c'est cette nonchalance, il y a un petit rythme très sympathique. Les gens, ils vivent dans une autre ère. T'as pas de voiture. Mohamed, Bakhir. Ciao, buongiorno all'artista. Eccolo l'artista numero 1 di Sidi Bou Saïd. Bonjour, buongiorno. Voilà. Donc tu vois, c'est plus le calme et la discrétion des autres maisons du village. Oui, mais tu sais quoi, je pense qu'ils se dirigent tous en direction de ton atelier. Ah, j'aimerais. Allez. Bonjour. Salut l'artiste, je t'enverrai des copains de passage à Sidi Bou. Moi, avant le dernier TGM, j'irai bien flâner dans ce joli jardin persan, avec vue imprenable sur la grande baie de Tunis. Moi, je retiens deux images, hein, les bougainvilliers et l'élégante Claudia Cardinal, née à Tunis. Ah, la russe, quand même, vous n'avez pas vu Mohamed, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pour visiter les quartiers, c'est pas mal. Oui, à ne pas pratiquer partout et en toutes circonstances, on va dire.